Merci à tous et bonjour. Nous sommes là pour la 28e fois à la librairie Maupetit. C'est la 3e ou la 4e saison? Alors c'est la 4e saison. 4e saison déjà, oui, ça ne rajeunit pas. 28e émission officielle, mais il y a eu quelques émissions hors cadre. Donc on est là depuis au moins une trentaine de fois. Nous sommes ici dans la librairie Maupetit, dans cet espace galerie au premier étage, où vous pouvez jusqu'au 5 mai admirer les œuvres d'une photographe qui a travaillé sur le Vietnam, qui s'appelle Julie Vola. Donc profitez-en, c'est un très joli travail photo. Vous êtes là, il est Patrick Coulon. Il est Bruno Richard. Et l'émission donc s'appelle Obsession textuelle. Vous la connaissez maintenant bien. Patrick va nous présenter sa chronique avec les sorties littéraires locales du mois. Il y a des libraires qui doivent venir. Alors aujourd'hui, Maupetit n'a pas de libraire. Et nous attendons théoriquement Sandrine Galliano qui devrait être là, notre chère Sandrine, pour faire sa petite chronique, son coup de cœur du libraire. Il y aura le coup de cœur d'un lecteur, un lecteur lambda. Et là, aujourd'hui, une petite surprise, un nouveau lecteur. Je ferai ma chronique premier roman, découverte premier roman. Et puis en deuxième partie, c'est une partie assez sportive. Donc là, j'irai faire un tour à la plage, puisque le sport et moi, ça fait deux. Mais nous aurons, je crois, deux représentants, deux journalistes. Sandrine vient d'arriver avec seule. Nous aurons deux journalistes. Un journaliste sportif que vous connaissez, puisque c'est François Tomaso. Et le deuxième, vous le connaissez aussi, parce que pendant 30 ans, il a été journaliste au journal Libération. Il s'appelle Michel Henry. Mais là, il vient de. Voilà, ça sera. On va parler de sport, mais sur le mode un peu secret ou sur le mode système, puisque l'un a écrit un bouquin qui s'appelle l'histoire du sport, l'histoire secrète du sport, et l'autre Massilia Food System. Et comme ils sont journalistes, ils s'interviewent. Et voilà, on va faire en sorte que s'ils peuvent effectivement se tacler l'un l'autre, ça serait pas mal. Je vais en profiter, comme toujours, pour parler de deux ou trois petites choses avant de lancer complètement l'émission. Vous avez deux rendez-vous aujourd'hui en dehors de l'émission. Cet après-midi, si vous êtes disponible et que vous allez du côté de la librairie Prado Paradis à la ville Mazar, Philippe Carrez dédicacera son dernier roman et parlera de la saga Bélonore. Et puis à 16h30, je crois que c'est 17h à la librairie Prado Paradis, et à 16h30, Henri-Frédéric Blanc sera dans la salle de l'auditorium à l'Alcazar. Il viendra surtout parler du festival Over Littérature qui va avoir lieu très prochainement les 27, 28 et 30 avril à Septem-les-Vallons, avec toute la clique des Over littéraires qui sont donc Henri-Frédéric Blanc bien sûr, Gilles Ascaride, Médéric Gasquet-Cyrus, Serge Scotto. On a du mal à entendre. Ça résonne beaucoup. C'est la pluie, ça. Et voilà. Il y a tout un programme que vous pourrez aller chercher sur, je pense, avec la mairie de Septem.org ou quelque chose comme ça. Vous aurez le programme complet. Il y a des pièces de théâtre, il y a du cinéma, il y a des conférences. Et il y aura même de la musique, puisqu'il y a Quartier Nord qui, dans son année des 40 ans, fera un concert. Petite précision, il n'y aura pas Médéric Gasquet-Cyrus. Ah, il est marqué sur le programme. Il n'y est pas. Marqué, hein. Je sais. Alors, la conférence est remplacée par une lecture par votre serviteur de Spand de Claude Klotz. Le Claude Klotz, d'accord. Magnifique. Dit Patrick Coben. Voilà, que d'autres connaissent sous le nom de Patrick Coben. Voilà, oui. Et lycée de Versailles. Donc Claude Klotz, c'est son nom. Non, dit Patrick Coben. C'est son nom d'origine. D'accord, Claude Klotz, c'est. D'accord. Et Controci aussi. Oui, et Jacques Minichetti aussi. Et Minichetti. Donc du beau monde over littéraire, et donc pas Médéric cette année, mais bon, son esprit sera présent. Non, Médéric, il n'a jamais été over, Médéric, non. Il est mainstream. Je vais donc vous parler de ce qui est sorti ces dernières semaines à Marseille, les éditeurs, les auteurs marseillais, ou bien des bouquins sur Marseille. En fait, j'en avais parlé de tellement la dernière fois que j'ai plus grand chose sous la main. Puis en plus j'en ai oublié à la maison, notamment une bande dessinée qui s'appelle Mes années les plus hardes, voilà. Deuxième tome par Monsieur Mazière, dit Nicolas Mazière, dit Nicolas, c'est amoureux de rire quand même, et c'est préfacé par Clara Morgan. En tout cas, le premier était préfacé par Clara Morgan. Qui n'est pas invité aujourd'hui. Qui n'est pas invité aujourd'hui,
Il y a ton épouse, il y a mon épouse, il ne peut pas y avoir tard. Elle est peut-être dans la salle d'à côté, parce qu'il y a une salle sur l'amour. Le bien-être. Voilà. Donc c'est une bande dessinée chez Feu du Glacial, qui est très drôle en fait. Ça parle des univers du cinéma pornographique, mais de manière bien décalée et bien vue, semble-t-il. Alors, je vous ai amené en revanche le dernier bouquin des éditions Gosselin sur le peintre Cézanne à l'Estac, parce que les éditions Gosselin s'intéressent depuis longtemps maintenant à tout ce qui est artistique sur Marseille, entre autres choses, patrimonial, artistique. Et là, c'est Geneviève Blanc qui a fait un travail sur Cézanne à l'Estac. Je ne vais pas vous le montrer, vous connaissez de toute façon les tableaux de Cézanne. Il y a des reproductions, et puis il y a surtout, ce qui est intéressant, des photos qui permettent de comparer en fait, le travail qu'a fait Cézanne et puis le paysage réel. C'est bien vu, c'est tout à fait... c'est un joli petit livre, très joli petit livre. Je continue en annonçant la sortie en poche du livre de François Thomazeau, il en parlera peut-être tout à l'heure, Marseille Confidential, qui était sorti donc en édition grand format et qui là vient de sortir en poche chez 10-18. C'est le premier volet normalement d'une saga sur Marseille, donc le deuxième devrait sortir bientôt, François. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors puisqu'on en est au deuxième, je vous parle aussi, mais je le laisserai en parler puisqu'il est là, de deuxième mi-temps par Hugues Serraf qui est parmi nous. Il viendra tout à l'heure dire un petit mot sur son bouquin. Pas dans le sport, hein, parce que ça ne parle pas de sport. Non, ça si, quand même, à la fin, il s'agit quand même d'une deuxième mi-temps, malgré tout. Ensuite, et pour terminer, puisqu'on est dans un univers artistique asiatique dont tu nous as parlé, on va aller dans un autre univers asiatique artistique. Alors, je ne vais pas vous dire le titre parce que c'est illisible, c'est en japonais, mais c'est un photographe marseillais qui s'appelle Maki. C'est un photographe marseillais qui travaille beaucoup au Japon parce qu'en fait il est marié à une japonaise, il vit à Marseille, mais ils vont très régulièrement au Japon, plusieurs fois par an en général. Et lui, il travaille la photo en noir et blanc, c'est son deuxième livre. Celui-ci vient d'être intégré dans les collections oui, mais c'est l'éditeur Japan Somewhere. C'est imprimé au Japon d'ailleurs. C'est des photos en noir et blanc sur les bas-fonds de Tokyo, sur beaucoup de choses assez insoupçonnées d'ailleurs, de très très belles images sur Tokyo. Et ça vient d'intégrer le musée, les collections du musée international de la photo à Paris, ou le musée, quelque chose de très, très relevé. Le gars est marseillais, le bouquin, c'est pas facile de le trouver, on le trouve chez Lollipop, qui est un disquaire au Corliotto, sinon on le trouve sur internet. Et je pense pas qu'il soit en librairie, j'ai pas vérifié ici, mais je l'ai pas vu, je crois pas qu'il soit en librairie. Donc voilà, c'est un très 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 beau livre d'images, pour qui aime les images. Voilà. Tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, Bruno. Ouais, le petit recueil de François, c'est une réédition, puisqu'il était sorti déjà, non? Non, c'est la Provence. C'est la Provence qui était sortie, voilà. Donc là, c'est Marseille, un quiz Marseille, 300 questions, très amusant sur le parler marseillais, sur la politique marseillaise. Enfin, voilà, c'est très, très ludique. Donc tu as sorti ce dernier ouvrage, deuxième mi-temps, qui est sorti chez Intervalle. Je te laisse en parler puisque tu es... alors aujourd'hui c'est une profession textuelle qui est consacrée au sport. Donc, le bouquin s'appelle Deuxième mi-temps, il ne parle pas de foot. Alors effectivement, il y a un moment, il y a effectivement une scène qui se passe au stade Vélodrome, mais c'est vraiment anecdotique. Et c'est plutôt une deuxième mi-temps métaphorique. C'est une deuxième mi-temps dans la vie du personnage principal, mais aussi de tous les personnages avec lesquels il interagit, qui sont tous pour des raisons X ou Y en deuxième mi-temps de leur existence, qui vivent des changements importants. Donc c'est un peu ça le fil rouge du livre, d'où son titre. Non mais écoute, on va le lire, puisqu'on a reçu ces dossiers, on va le lire, et puis on pourra peut-être te réinviter pour en parler plus longuement. Avec plaisir. Merci. Voilà, bonjour Sandrine Galliano, tu es rayonnante, c'est ce que tu viens de dire, et tu as les mains pleines de livres pour nous parler. En fait, tu as les mains pleines de livres pour nous parler d'un coup de cœur. C'est ça. Bon, oui. qu'as-tu fait? Pourquoi? Raconte-nous tout. Parce
qu'il y a du monde aujourd'hui, donc il faut que tout le monde entende. Et la France entière, puisque tu as vu, nous sommes filmés et ça sera diffusé Maman, sur YouTube. C'est un direct sur je sais qu'elle Facebook. nous regarde. Et l'émission sera montée par, j'en profite, elle sera montée par Bernard Bitiello et elle sera diffusée sur YouTube très rapidement. Oui, je suis venue charger, mais je vais faire vite hein, parce qu'on n'a pas des heures non plus. On m'a dit qu'il y avait du sport ce matin, donc je suis venue avec mon livre préféré sur le sport. Voilà, c'est un livre sur le foot. Et puis, je suis venue aussi sur l'équitation, forcément. Voilà, non, je suis... Alors, trêve de plaisanterie. Je suis venue avec ces deux bouquins qui ont suscité une petite remarque désobligeante il n'y a pas très longtemps. Un individu très mal intentionné s'est introduit dans notre librairie. Il a trouvé très intelligent de photographier ces deux titres-là en postant sur sa page Facebook. Voilà ce que l'on trouve aujourd'hui sur les tables d'une grande librairie marseillaise, bien sûr en nous citant, ça serait pas drôle. Aujourd'hui, ça me donne envie de chialer. Mais non, ne chialez pas, mon brave monsieur, ne chialez pas, c'est pas l'heure de chialer. Parce que si vous aviez donné plus d'énergie à faire le tour de la table, à photographier les véritables coups de cœur que nous mettons, moi-même et mon équipe, toute l'année pour pouvoir essayer de sortir quelques pépites du lot, vous auriez peut-être photographié cet ouvrage-là qui s'appelle Diable aux fraises. Il est sorti chez Serdacane et de l'auteur Sabrina Bensala, que je félicite de tout mon cœur parce que cet ouvrage est vraiment une petite pépite. Alors, Diable aux fraises, il est tout rose. Pourquoi il est rose? Parce que ça parle de... C'est rose, hein. Il est vraiment rose. Hein. Il est rose parce que ça parle de filles. Et oui, ça parle de filles. Alors, je dirai plus tard après. Alors ça parle de filles, et quand on parle de filles, ça parle de tracas de filles, et quand on parle de tracas de filles, qu'est-ce qui revient souvent? Oui, nos problèmes de femmes, oui les femmes, nous avons les règles là, et c'est un gros souci familial, parce qu'on va retrouver le quotidien de 4 sœurs âgées de 11 à 18 ans, qui passent par tous les problèmes qu'occasionne chaque mois ce souci. Alors il y a la plus jeune, Judith, 11 ans. Ah, c'est tous les mois? Alors ça dépend parce que la maman justement elle aussi est confrontée à ça parce qu'elle ne les a plus tous les mois et ça crée quand même des désordres au niveau de l'humeur avec ses enfants, c'est compliqué aussi à gérer. Donc la plus jeune elle a 11 ans, elle rentre au collège et elle ne s'attend pas du tout à ce que ça lui arrive en plus de tous les problèmes qu'elle a de puberté, de boutons, quelques rondeurs, en plus elle a ça et elle est un petit peu harcelée aussi par ses camarades, donc elle subit ça. Sa sœur un petit peu plus grande, Jolène, qui a 16 ans, elle justement les attend avec impatience comme le Messie. Pour elle, tant qu'elle restera, c'est pas une femme. On a marié qu'eux à qui ça ne perturbe pas trop parce qu'elle vit toujours son adolescence, son corps est en pleine ébullition, comme ça elle pense aux désirs, aux garçons, etc. Et puis il y a la plus grande, je me souviens plus, Antonia, qui a 18 ans. Qui, elle, n'a plus ses règles depuis 15 jours. Et elle a quelques inquiétudes, et ces inquiétudes, forcément, vont être confortées, c'est pas le mot, par un test de grossesse, et évidemment, elle apprend qu'elle est enceinte. Donc la maman, forcément, est un peu effondrée. Donc on suit les aventures de ces 4 sœurs. Il y a beaucoup de livres autour des 4 sœurs, il y a souvent 4 sœurs, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce bouquin, c'est qu'on dit les choses telles qu'elles sont. On appelle un chat, un minou, si vous voulez. On n'y va pas par 4 chemins, c'est un peu cru parfois. Mais voilà, moi ça m'a repropulsé comme ça dans mon adolescence. J'ai reconnu certains soucis, sauf que moi j'étais fille unique, j'avais pas de sœur, donc c'était moins réconfortant parce que là elles se soudent, hein, elles sont très soudées. Alors c'est pas ni sportif, mais franchement la famille Martin c'est sportif quand même, hein, parce que ça crie, ça se chamaille, et au milieu de tout ça on a un papa formidable qui soude comme ça la famille, qui les réconforte au mieux qu'il peut. Et voilà, c'est très touchant, c'est une belle famille. C'est d'ailleurs un roman de famille. D'habitude, on a les copains, nanana. Là, on a une véritable histoire de famille, très banale, hein, mari,
femme, pas de famille recomposée. Et c'est très très pétillant comme roman. Ça se déguste comme un diable aux fraises, hein, finalement. Très bien dosé parce que pas trop sucré, pas trop aussi. C'est vraiment un super roman. Je félicite Sabrina Ben Salah pour ce très joli roman de famille. Et justement, parler de la couverture. Alors, la couverture, elle est très rose, il y a une glace dessus. Vous irez lire le bouquin ou pas pour savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de glace. Alors, c'est pour ça que c'est pas à mettre dans toutes les mains, à partir de 15 ans quand même. Hein, voilà. Un joli roman pour les ados. Voilà, donc c'est sorti chez Sarbacane. Il y a quelques années de ça aussi, était sorti un très très beau roman chez Sarbacane qui s'appelait Dans le désordre de Marion Brunet. Ça sort aujourd'hui ou hier d'ailleurs, c'est tout récent, chez Point Seuil. Voilà, je fais un petit rajout de dernière minute parce que ça vient de sortir. Marion Brunet qui est marseillaise. Qui est marseillaise et qui est... Enfin, moi j'adore, enfin, c'est vraiment l'une de mes auteurs préférées. Elle a une écriture sans pareil. C'est l'histoire de 7 gamins qui se retrouvent dans une manif et qui vont se lier d'amitié et qui vont vivre en dehors de la société. C'est poignant et c'est très très fort aussi pour les ados et plus hein, bien évidemment. Voilà, donc c'était ce petit rajout là comme ça. Donc voilà, pour en revenir à mes deux sujets du départ, il faut arrêter de chialer sur ce genre d'ouvrage, monsieur. Ne chialez plus, enfin, parce que comme disait ma Mémé Ursule qui était très philosophe, elle disait pleure, tu pisseras vraiment. Voilà. J'ai beaucoup de plaisir à venir vous parler de deuxième mi-temps de Hugues Seraf qu'on a entreaperçu tout à l'heure pour annoncer son livre. C'est son 3e roman. Il a écrit des chroniques aussi également, dont le dictionnaire modérément amoureux de Marseille, dont on a parlé récemment. Et je viens parler de ce roman avec beaucoup de plaisir parce que je l'ai lu avec le sourire en permanence. Il s'agit de suivre les tribulations d'un homme qui a la cinquantaine, qui a décidé de quitter Paris pour rejoindre Marseille et qui a décidé de quitter son métier de journaliste pour se lancer dans l'écriture d'un roman. Et donc, comme il a un emploi du temps assez souple, puisque c'est à sa main, on le suit dans ses rencontres avec ses amis, avec ses amies, qui sont nombreuses. On rencontre des personnages, parce que c'est une galerie de portraits, on pourrait dire, et toute une série d'événements qui lui arrivent. Dans ces tribulations, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque un ton extrêmement enlevé. Je dirais que c'est assez une écriture à la française, c'est-à-dire qu'on aborde des sujets parfois graves, comme la mort, la maladie. Il n'hésite pas à décrire des moments difficiles, parfois agréables aussi, parce qu'il y a des scènes enlevées au lit avec ses maîtresses. Il y a ses problèmes d'érection, etc. Donc le narrateur aborde toutes sortes de sujets, parfois très difficiles. La mort d'un ami, par exemple, qui est une scène, une séquence très touchante du livre. Et donc, ce qui est paradoxal dans le livre, c'est qu'il y a ce ton enlevé, ce côté sourire permanent, parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a de l'ironie, alors je dirais moins de l'ironie que du détachement par rapport aux événements. Il y a énormément d'empathie, c'est-à-dire qu'on adore les personnages, et même les personnages secondaires sont attachants, ils sont rigolos. Alors on les découvre avec leurs qualités, leurs tares, et donc évidemment ça devient très drôle. Et donc voilà pourquoi je voulais vous en parler, parce que c'est un livre qui se lit très bien, et je vous l'ai dit, avec le sourire. Le premier roman que j'ai sélectionné, c'est un premier roman américain qui s'appelle Dans la neige. L'auteur s'appelle Dania Kukafka et c'est sorti chez Sonatine. Alors ça, c'est une histoire... Moi, j'aime ces romans parce que ça se passe dans l'Amérique profonde, dans le Colorado. C'est le meurtre d'une adolescente sur un campus universitaire. Et c'est une plongée dans cette Amérique dévoyée, sale, glauque. Je vous recommande. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est très 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 bien écrit. Enfin, j'ai trouvé que c'était une écriture
écriture très concise, très stylée. Je me pose toujours la question de savoir si effectivement des fois les auteurs américains, et sûrement plus qu'en France, sont passés par ce qu'on appelle le creative writing, parce que chaque mot est placé, chaque mot, voilà, il n'y a pas de redite, il n'y a pas de mots inutiles, de couleurs qui servent à rien. Trop souvent dans des romans, on a des détails qui n'apportent rien à la lecture. Là, tout est bon. Deuxième roman, là, c'est un auteur français, c'est une journaliste française qui s'appelle Cécile Cabanac. Alors, elle est originaire du Sud-Ouest, mais elle a sorti un roman qui se passe au fin fond de l'Auvergne, dans la région de Clermont-Ferrand. Là, c'est une histoire, effectivement, des poignards dans les sourires, l'histoire de famille. Un homme disparaît, quelques temps après, on trouve un cadavre complètement démembré, sans tête, et à partir de là, part une enquête avec le SRPJ de Clermont-Ferrand. On va rentrer dans une histoire un petit peu, comment on va dire, torturée, ou avec pas mal de faux semblants, pas mal de choses très intéressantes. Je crois que Christine, c'est un bouquin que tu as lu, qui t'a plu, non? Est-ce qu'on découvre les bas-fonds de Clermont-Ferrand? Alors non, ouais, ça parle de la région, moi qui ai vécu un petit peu dans la région, c'est bien de se retrouver et de connaître quelques lieux, mais voilà, c'est un très très bon premier roman. Tout à l'heure on parlait de choses un petit peu sanglantes, là je vous présente donc un premier roman. Le bouquin, la présentation dit vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte. C'est toujours très, effectivement, voilà. Mais c'est vrai que là on est alors viol, meurtre, massacre, torture, un homme qui s'introduit la nuit dans les maisons, qui massacre le mari et qui viole la femme sous les yeux du mari. Voilà, c'est assez particulier, c'est assez dur, mais il n'en reste pas moins que c'est un roman que je vous conseille franchement, parce que là aussi, des faux semblants, un couple d'enquêteurs qui, lui aussi, le couple d'enquêteurs, a vécu dans sa jeunesse des violences et des viols. Donc en fait, c'est un combat d'un violeur contre un autre violeur, quand on violait, et ça va très 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 loin dans le sordide, dans le noir, voilà. Alors l'auteur s'appelle Antoine Renan, le bouquin s'appelle L'Empathie, malgré tout, et c'est sorti chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Et alors mon coup de cœur ce mois-ci, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est un premier roman qui est sorti au Seuil, Stéphane Malandrin, ça s'appelle Le Mangeur de livres. Alors ça, c'est une histoire très très originale. D'abord, ça se passe en Espagne en 1488, donc juste avant l'arrivée de l'imprimerie. L'histoire, ce sont deux adolescents un petit peu chapardeurs qui font des petits vols, qui rapinent un peu partout en Espagne, et qui un jour se font choper par un moine qui les enferme dans la cave du monastère, et qui les laisse là pendant un certain temps. Eux arrivent à vouloir s'échapper, ils se battent, ils arrivent finalement à le mettre KO, ce moine qui pourtant fait presque 2 mètres de haut et 100 kilos, mais ils arrivent quand même à le mettre à terre, sauf qu'ils sont enfermés dans cette cave et que le moine leur avait apporté un bouquin, un codex, ces livres qui étaient écrits par les moines, enfin qui étaient recopiés par les moines avec des encres spéciales, des encres qui étaient pas les encres modernes et pas les encres de l'imprimerie, un papier un peu particulier. Et pour pouvoir subvenir, il y en a un qui a commencé à manger le papier, à manger le bouquin. Et en fait, ce qui se passe dans ce roman, c'est qu'il devient addict à la texture du papier, il devient addict à l'encre, c'est carrément un poison qui fait qu'ensuite, quand il va se libérer, il n'aura de cesse d'aller chercher des bouquins pour pouvoir se nourrir. Il ne peut plus se nourrir que de livres. Je trouvais que l'histoire était assez intéressante et bon, je raconte pas la fin, mais voilà, en 2 mots, vous avez compris, l'arrivée de l'imprimerie fait que ce garçon n'aura plus sa drogue. C'est très bien. Et du coup, je me disais, c'est intéressant parce que vous savez que Marseille-Provence est capitale de la gastronomie en 2019, si jamais vous n'êtes pas au courant, qu'il va y avoir un millier de manifestations autour de la gastronomie, et je me disais que ce serait original s'il y avait
un salon du livre autour de la gastronomie, où ce bouquin pourrait être à la fois mangeur, la gastronomie, livre, la littérature. Je trouve que ça serait assez original. Voilà, c'était juste pour dire. Et je vous recommande vraiment la lecture de ce roman. Stéphane Malandrin, Le mangeur de livres chez Seuil. C'est même chose, c'est bien écrit, c'est très original. Faites-vous plaisir. On est tombés tous les deux vraiment amoureux de Paradigma. J'en reparle parce que Pia Petersen est une fille qui a vécu à Marseille pendant quelques années, qui est d'origine danoise, voilà, et qui vient de sortir un bouquin qui fait écho à tout ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes, sauf qu'il a été écrit bien avant et que l'action se passe non pas à Marseille mais à Los Angeles. Mais franchement, c'est super bien écrit. Pia Petersen est un auteur qui écrit merveilleusement bien. Première partie de l'émission est terminée. Je vais laisser ma place, Patrick aussi, éventuellement. Donc on va se retirer tous les deux pour laisser nos deux journalistes venir faire leur petit combat sur scène. Je vais juste présenter leur bouquin très brièvement. Oui, bien sûr, ça me paraît logique. Voilà. Alors, donc François Thomazeau pour Histoire secrète du sport. Volume relativement épais, comme vous pouvez constater. Et Michel Henry pour Massilia Food System. Alors ça parle donc essentiellement de l'Olympique de Marseille, ça parle d'ailleurs de l'Olympique de Marseille. Tous les deux sont journalistes depuis un certain temps, donc tous les deux n'ont pas froid aux yeux d'une part et ont envie de révéler des choses que tout le monde ne sait pas éventuellement. Pour avoir suivi un petit peu l'écriture avec François Thomazeau de l'Histoire secrète du sport, je sais que ça a été un accouchement assez difficile, assez complexe, mais le résultat est là. Il n'a pas écrit tout seul, il y a d'autres participants, d'autres intervenants dans ce livre. C'est quand même assez passionnant parce qu'on en apprend sur beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur le sport. Si on est intéressé, vraiment, oui, il y a des révélations. Ouais, des choses qu'on croit savoir. Voilà. Et en fait, on est au courant de certaines choses, on entend, mais là, on rentre vraiment, voilà, c'est bien. Quant à Massilia Food System, c'est très intéressant aussi. Alors, c'est beaucoup plus resserré, évidemment. Ça parle d'un seul sport, ça parle d'une seule période dans le temps. On est sur 2 ans à peu près. Même pas d'ailleurs, non. Voilà, sur un an. On est sur une saison de foot, match par match, presque de l'Olympique de Marseille, avec tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire les dessous sportifs, les dessous financiers, les dessous d'humeur des uns et des autres. Ça s'arrête il y a quelques mois de ça, donc ça ne parle pas d'aujourd'hui, mais on intuite beaucoup de choses. Donc voilà, ce sont 2 bouquins absolument passionnants. Moi je ne suis pas très sportif comme Bruno, c'est pareil, je n'en ai pas des passionnés de sport, et cependant, il s'est vraiment passé quelque chose avec ces bouquins-là. Donc messieurs, allez. On va faire l'obsession textuelle. Alors bonjour, il est Michel Henry. Il est François Thomazeau. Bon. Alors vous savez ce que c'est, les journalistes, on est une petite mafia, un réseau à la solde du grand capital, parce qu'on travaille, toi tu as travaillé pour Libération, donc forcément pour Rothschild, moi j'ai travaillé pour l'agence Reuters pendant 20 ans, donc nous sommes cotés en bourse, à la bourse de Boston et à la bourse de New York, donc nous sommes 2 représentants, en plus et fiers de l'être, un peu âgés de ce sinistre métier où on pratique l'entre-soi, on pratique tellement l'entre-soi qu'on a fait la même école, tous les deux je crois. Et enfin, je sais, qui est l'école supérieure de journalisme de Lille, donc qui est de sinistre réputation, n'est-ce pas? Et ainsi, après, on est devenu journaliste parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre de nos vies. Et pire encore, on est devenu, alors pas que, mais on est devenu en grande partie journaliste sportif, ce qui est quand même la vie de ce métier, qui est aussi la vie du métier. Donc voilà, on peut se présenter comme ça. Nous sommes 2 sinistres individus qui nous intéressons à ce phénomène assez bizarre qu'est le sport. Je vais commencer à poser des questions donc à Michel, que j'appelle Mitch, parce qu'on le connaît sous ce nom-là. C'est ça. Michel, qui a été, donc, ça a été dit, journaliste à Libération dans de multiples endroits, mais aussi dans le sport, et correspondant de Libé à Marseille. Et la chose encore aussi surprenante de sa part, c'est qu'il a aimé cette ville et qu'il y vit désormais régulièrement. Donc vraiment, tu t'enfonces dans les rangs de pauvre Michel. Bon. Et à ce point que tu as pondu un ouvrage. Alors aujourd'hui on appelle ça une immersion, hein, c'est-à-dire que ça fait partie, c'est un nouveau genre journalistique, enfin c'est pas un nouveau genre, il y a un nouveau mot pour pratiquer ça.
c'est que pendant un an, pendant une saison totale, tu t'es plongé dans l'Olympique. Tu as vécu, tu as respiré, tu as mangé et bu l'Olympique de Marseille. Oui, mais c'est un plaisir. Donc oui, j'allais au stade régulièrement, j'aime bien aller au stade, j'aime bien le sport, j'aime bien le foot, et j'ai eu envie de raconter, c'était d'abord pour un site qui s'appelle lesjours.fr, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder, c'est un site assez riche qui traite l'actualité en feuilleton, et donc j'ai fait un feuilleton sur l'OM, qui est donc maintenant regroupé en livre avec 2 chapitres supplémentaires. Et l'intérêt de faire un feuilleton, c'est que vous avez des épisodes et que l'un épisode appelle l'autre et que quand il se passe des choses, vous écrivez, c'est assez libre. Et donc moi, ce que j'ai eu envie de raconter, c'était un peu les à côté, parce que tout l'aspect sportif, j'en parle aussi, mais je pense qu'il y en a d'autres que moi qui en parlent bien mieux. Donc j'ai voulu raconter un peu tous les à côté, à la fois l'implication économique, les implications politiques aussi, l'argent, comment on utilise l'argent public dans le sport, le fait que le stade coûte 15 millions chaque année aux contribuables, est-ce que c'est bien juste, quand on connaît les sommes qui circulent dans le foot par ailleurs. Qu'est-ce que c'est être supporter aujourd'hui, parce que c'est très compliqué, il y a tellement d'interdits sur les déplacements, sur l'utilisation des fumigènes, qui fait que c'est devenu vraiment, il faut vraiment être très motivé pour être supporter, surtout quand, comme c'est le cas actuellement, les résultats ne suivent pas. Voilà, c'est un peu tout ça que j'ai voulu raconter, en gardant quand même un deuxième degré, un peu d'humour et d'ironie, parce que je pense que, effectivement, je sais que le sport et le foot à Marseille, c'est quelque chose de très très sérieux. Mais si on rigole pas un peu, là, c'est fini, hein, parce que déjà qu'on perd, il faut au moins pouvoir rigoler un peu. Donc j'espère qu'on rigole un peu en lisant le bouquin. J'essaie de garder de l'humour et un peu de dérision et de recul, disons, même s'il y a des choses très sérieuses qui sont dites. Et je pense que ce que fait aussi François avec son livre, c'est que le sport n'est pas toujours l'objet de journalisme d'investigation, d'enquête, où on scrute moins le sport que la politique ou que l'économie, par exemple, et que c'est une erreur. Moi, je pense que le sport, il y a plein de choses très très différentes, ça raconte beaucoup de choses de la vie, même si on n'aime pas le sport, et je pense que nos 2 livres peuvent se lire même si on n'aime pas le sport, parce que le sport, ça a pris beaucoup d'importance, que ce soit dans la vie économique, dans la vie tout court des gens. Je pense que l'ignorer en se disant moi le sport je m'en fiche, c'est un peu dommage. Il y a plein d'histoires autour du sport qui racontent l'histoire humaine, qui racontent l'histoire économique, et c'est le coup de les raconter, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, je pense. Alors c'est des registres très différents, hein, parce que moi c'est quand même le pavé très sérieux qui essaie de fouiller dans les, justement, on fait un fond des coulisses. Moi ce que j'ai aimé dans ton bouquin, c'est justement le côté tragicomique, c'est-à-dire que et ça continue. Hier, il y a eu un match, l'OM a encore perdu, et il y a eu une déclaration de Florian Thauvin à la fin du match où il a commencé à parler très sérieusement. Enfin, il a fait la langue de bois habituelle. Voilà, on a fait de notre mieux, blablabla. Et subitement, il a craqué. Il a dit bon, j'arrête ça. Je vais dire tout ce que je pense. On est nuls. on vaut rien. Faut tout changer. Et c'est pas la peine d'aller en Ligue des Champions parce que si on y va, on sera nuls. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à ton bouquin, parce que le bouquin de Michel, c'est ça. C'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Le bouquin de Michel, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce côté tragique-comique qui dans la manière dont tu l'écris, mais qui correspond parfaitement au club. C'est-à-dire ce club Marseille, un peu comme la ville elle-même d'ailleurs, oscille sans arrêt entre la tragédie et la comédie. C'est-à-dire que alors, la tragédie, c'est jamais dans le cadre de l'OM une tragédie où des vies sont en jeu, mais pour les gens, c'est tellement important, l'OM, que quand l'OM perd, c'est vraiment tragique. Et en même temps, il y a toujours ce côté cocasse, parce qu'il se passe des trucs qu'on ne voit pas ailleurs. Alors tu prends un certain nombre de témoins, j'ai beaucoup aimé les Cataldos, qui sont les gens... Donc plusieurs générations de supporters et supportrices, surtout, enfin là j'ai raconté en fait la grand-mère, la mère et la fille qui sont donc toutes supportrices. C'est la grand-mère qui a commencé à la fin des années 60 et aujourd'hui il y a la petite fille qui continue, et la mère et la grand-mère aussi. Et donc c'est assez intéressant d'avoir, parce que ce sont des femmes et que c'est pas un univers a priori très féminin au départ, mais elles ont quand même réussi à s'imposer dans ce milieu-là. Elles sont plus ou moins les chevilles ouvrières d'un club qui s'appelle les Dodgers, c'est un club de supporters, et de supportrices en l'occurrence. Et c'est vrai qu'elles elles parlent très bien du foot, de ce que ça représente que la passion pour elles, et de ce qu'aujourd'hui c'est devenu un enfer, parce que être supporter, ça veut dire se faire trimballer quand vous partez en déplacement, ça veut dire se faire trimballer en bus
Jusqu'à un stade, par exemple, ceux qui sont allés à Bordeaux hier, vous vous faites arrêter sur l'autoroute, un peu avant Bordeaux, on vous parque sur le parking de l'autoroute, il y a une première fouille, les policiers vous prennent en charge, vous amènent jusqu'au stade, là on vous refouille, on vous parque pendant des heures, souvent dans des hangars à côté des stades, finalement on vous laisse rentrer dans le stade juste avant le match se déroule, après le match vous devez rester dans votre tribune encore des heures, jusqu'à ce qu'on revienne vous prendre. Et souvent, ce qu'elle racontait, qui est assez comique, c'est que même sur le chemin du retour, quand ils arrivent à plusieurs bus et qu'ils veulent s'arrêter sur une aire d'autoroute pour répondre à un besoin pressant, ben là, les stations-service ferment rapidement parce qu'ils ont peur de la horde des supporters. Et elle raconte, on finit par faire pipi dans le froid à 3h du matin dehors. Enfin voilà, c'est un peu effectivement tragicomique. C'est marrant, ces scènes-là, parce que ça m'a fait penser de la même manière que les Gilets jaunes ont découvert pour un certain nombre d'entre eux la politique et les manifestations et les brutalités policières. De la même manière, aujourd'hui, on a une loi anti-casseurs qui est passée et qui ressemble par beaucoup d'aspects à ce qui est infligé depuis maintenant 20 ans aux supporters de football. C'est ce qu'on dit tous les supporters, c'est qu'ils sont inspirés pour la loi anti-casseurs de ce qu'on fait aux supporters. C'est-à-dire qu'on fait payer aux supporters, c'est vrai qu'il y a des débordements dans les stades, et malheureusement, mais on fait payer à 40 000 supporters les débordements qui sont le fait de quelques poignées de gens. Donc c'est un peu comme si, d'abord au plan pénal, la responsabilité collective n'existe pas. Normalement, chacun est responsable de ses actes, pas de celui de son voisin de tribune. Et c'est vrai que pour la loi anti-casseurs, on s'inspire un peu de ce genre de dérive qui est quand même assez inquiétante. Alors, tu as eu de la chance, si j'ose dire, puisque tu as travaillé sur l'OM en immersion, comme on dit, pendant une saison qui n'est pas n'importe quelle saison, puisque c'est une saison qui a été rythmée par un certain nombre d'événements, c'est une saison où, encore une fois, on a été en finale européenne. Donc il y a eu ce rêve à nouveau de voir Marseille, le Phénix, renaître de ses cendres et aller presque tout en haut de l'Olympe européen avant de se faire moucher comme il se doit par l'Atlético Madrid. Mais donc c'est une saison un petit peu exceptionnelle à cause de ça. Voilà, après il faut dire, oui, donc moi l'origine du livre c'était d'expliquer comment McCourt, donc qui a racheté le club il y a 3 ans, qu'est-ce que venait faire un Américain qui ne connaît rien au foot, qui ne connaît rien à Marseille, pourquoi d'un seul coup on le retrouve à la tête du club. Et donc lui est arrivé avec un objet assez bizarre qui s'appelle le Champions Project, c'est-à-dire que grosso modo il vendait le fait que l'OM allait être champion. Bon, il s'est trouvé qu'effectivement l'OM a failli être champion, en tout cas d'une petite Coupe d'Europe au printemps dernier, le club a raté la dernière marche et aujourd'hui il se retrouve dans une situation très compliquée parce que son Champions Project aujourd'hui a explosé. Il y a un club qui a 80 millions de déficit la saison dernière, sans doute autant, peut-être plus cette saison, donc c'est énorme. On dit très peu ça, mais c'est quand même la réalité des chiffres. Donc comment on fait pour gérer une boîte où vous avez 80 millions de trous? D'abord, c'est pas permis par les instances du sport. Et puis ça oblige à remettre au pot chaque fois. Donc lui, il avait dit qu'il dépenserait 200 millions, il les a dépensés, et là il se retrouve à devoir encore remettre de l'argent avec un club qui ne sera pas l'an prochain en Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'il n'aura pas les revenus qu'il se montait, et donc c'est plutôt une grosse dégringolade qui est en train de se passer. Que j'entrevois un peu dans le livre, en tout cas je l'écris. Les implications économiques sont énormes. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Si vous perdez beaucoup. Donc ça veut dire que le seul moyen de s'en sortir, c'est de remettre de l'argent, de racheter des bons joueurs, et ça c'est très compliqué. Et c'est aujourd'hui l'équation, c'est impossible. Alors c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas et que c'est tragicomique, mais là on est de nouveau dans la tragédie. En tout cas pour McCourt, on est complètement dans la tragédie. C'est aussi parce qu'à l'image de Marseille, l'Olympique de Marseille est un peu l'image de la mairie de Marseille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu dans ce club de politique de réflexion à long terme, contrairement à l'Olympique Lyonnais par exemple. Et comme tu l'expliques dans le bouquin, l'Olympique Lyonnais peut se permettre de faire des déficits parce que, ayant formé de nombreux joueurs dans son centre de formation, ils ont comme ça une manne finalement la ressource d'un club de football aujourd'hui, c'est les joueurs que le club forme et qu'il peut revendre très cher à des clubs plus prestigieux. Or, l'OM, n'ayant pas appliqué cette politique, a très peu, finalement, j'allais dire presque de fonds propres que sont les jeunes joueurs. Et surtout, là, le patron de l'Olympique Lyonnais se vend partout. Lui, il a gagné 70 millions d'euros l'année dernière, contrairement à l'OM, et qu'effectivement, il a une politique, mais parce que lui, il connaît le foot. Je veux dire, le problème de McCourt, c'est qu'il ne connaît pas le football, et donc c'est compliqué de gérer un club à distance quand on est aux États-Unis et qu'on ne connaît pas le football. Après, c'est vrai que l'OM a un problème énorme que n'a jamais investi dans le centre de formation. On sait depuis des décennies, depuis qu'on faisait venir des Brésiliens dans les années 70, que l'OM, ça a plutôt été une politique d'acheter des joueurs chefs,
en espérant qu'ils soient tout de suite performants. C'est vrai que Lyon, qui a beaucoup plus de succès, va plutôt tabler sur la recherche de jeunes joueurs qui seront performants à un certain temps et qu'on pourra revendre plus cher qu'on a acheté. Donc voilà, il y a eu cette saison assez particulière avec cette Coupe d'Europe. Il y a un endroit très particulier aussi à Marseille qui est aussi un des décors, enfin peut-être le décor numéro 1 de ton bouquin et de l'Olympique de Marseille, qui est le stade Vélodrome. Et le stade est lui aussi un enjeu assez considérable aujourd'hui, mais pas seulement au niveau du club, au niveau municipal. On sait que ça a été une des catastrophes de ce système économique assez lamentable qui gère aussi les écoles de Marseille, qui gère aussi un certain nombre des autoroutes, la ligne de TGV Paris-Bordeaux et plein d'autres choses qui sont les partenariats publics-privés, les fameux PPP, qui sont en train de ruiner Marseille, de ruiner l'OM et de ruiner et qu'on continue pourtant à essayer de développer. Oui, alors sur le stade, c'est que les contribuables payent 15 millions par an. Est-ce que c'est normal que les contribuables, y compris ceux qui vont au stade, payent pour ce stade, alors qu'on sait très bien que dans le foot, il y a des sommes énormes qui circulent et que donc cet argent pourrait être payé tout simplement par le milieu professionnel. Mais il se trouve qu'il y a une chose qui se passe à Marseille encore plus qu'ailleurs, c'est que dès qu'on parle de l'OM, tous les politiques sont en plat ventre et disent amen à tout. Ce qui s'est passé quand on a décidé de refaire un stade pour 400 millions, donc on a opté pour un partenariat public-privé qui est maintenant très coûteux pour les contribuables, et que c'est à l'époque où ce plan était voté, il n'y a que les écolos qui étaient contre, la gauche a voté pour, la droite a voté pour, et aujourd'hui c'est un objet effectivement quand même un objet de scandale, parce que ça représente beaucoup d'argent, et d'une manière générale je pense qu'il faut beaucoup interroger la façon dont l'argent public, et je pense que c'est ce que tu fais aussi dans ton livre, la façon dont l'argent public est utilisé dans le sport, alors que, par exemple, si vous regardez, quand il y a eu l'Euro 2016, donc la Coupe d'Europe, le championnat d'Europe en France, l'UEFA, donc l'association européenne qui a organisé la Coupe, a exigé de la France qu'elle ne paye aucune taxe sur les bénéfices qu'elle faisait. C'est-à-dire que l'UEFA a créé une sorte de paradis fiscal. La France est devenue un paradis fiscal pour un mois, ce qui a permis à l'UEFA de gagner beaucoup d'argent. Et quand vous regardez ça aujourd'hui, vous vous dites juste, mais c'est possible. Et il va y avoir l'an prochain un nouveau championnat d'Europe dans 12 pays, où je pense que ça va être un peu pareil. Donc il y a quand même un problème énorme sur pourquoi tout l'argent public et comment on utilise l'argent public dans le sport, qui est un sport professionnel, dans lequel des sommes énormes circulent, qu'on utilise l'argent pour du sport, je dirais, amateur, ou des sports qui concernent tout le monde, non, mais qu'on utilise l'argent du public pour du sport où il y a vraiment des sommes qui pourraient remplacer cet argent public, c'est quand même un problème. Alors ça, en effet, tu le dis, j'en parle dans le bouquin, c'est un des derniers chapitres d'ailleurs de l'histoire secrète du sport sur les PPP, et notamment sur la fabrication des stades pour l'Euro 2016. Ça a été un scandale pur et simple, c'est-à-dire que le stade de Vélodrome n'est pas le seul, hein. Il y a eu l'UEFA exigeait 10 stades, donc avec un certain nombre de capacités, donc plus de 30 000, plus de 40 000, plus de 50 000 spectateurs. Donc la plupart des stades français n'étaient pas adaptés à l'exigence de l'UEFA, et donc il a fallu en rénover, en construire et en remettre aux normes de l'UEFA. Donc il y a eu Marseille, il y a eu Bordeaux, il y a eu Lille, il y a eu l'Arena à Nice, et tous, alors, dans ces quatre exemples, on a eu des partenariats publics-privés. Il faut savoir ce que c'est, hein. C'est-à-dire qu'on dit, les mairies disent on n'a pas l'argent pour faire ce travail, on va demander à un privé de faire ce boulot, le privé va l'exploiter, gagner de l'argent avec ça, et nous, le public, on le remboursera. C'est comme un prêt immobilier, et c'est aussi, sauf qu'aujourd'hui les prêts immobiliers sont à 0,5, moins de 1% de frais de remboursement. Or, les partenariats publics-privés sont à des taux assez usuraires, qui font qu'un stade que vous avez déjà payé, alors généralement les entrepreneurs qui sont Bouygues, Eiffage, un certain nombre d'autres, annoncent quand ils construisent un stade une somme qui va être 150 ou 200 millions d'euros. Au final, bien évidemment, les travaux sont le double, ça fait 400 millions, et la ville qui a commandité l'ouvrage va payer au final 800 millions, c'est-à-dire le double du prix. Mais qui va payer cette somme? Mais c'est évidemment pas le maire ni ses adjoints, c'est vous, les contribuables des villes concernées. Et on a des catastrophes, et ça s'est passé au Havre, par exemple, où le club, alors en général dans les stades comme ça, vous avez trois personnes qui payent, donc l'exploitant, hein, donc oui ou autre, la ville, les collectivités locales, et le club qui est hébergé au sein de ce stade. Il se trouve qu'au Havre, le club est tombé en
3e division, donc n'a plus les moyens de payer, et comme les résultats sportifs sont très aléatoires, si un club est relégué en 2e division, voire en 3e division, qui va payer la part du club qui a disparu? Eh bien évidemment, les collectivités publiques, c'est-à-dire vous. Et au final, nous. Et donc, on a découvert, alors les partenariats publics-privés sont des systèmes qui ont été lancés il y a une vingtaine d'années en Angleterre. Les Anglais l'ont abandonné complètement. Et qu'en France, on continue à utiliser ces systèmes qui sont, et pas uniquement pour les stades, qui sont totalement ruineux pour les finances publiques, et c'est un véritable scandale. Alors, on parlait de Lyon tout à l'heure. Lyon a eu l'intelligence de faire comme on fait les Allemands ou les Anglais, c'est-à-dire que leur stade, ils appartiennent au club résident, et c'est quelque part ce qu'il faudrait faire à Marseille, c'est-à-dire qu'après tout, le stade Vélodrome, il sert essentiellement à... Nous payons avec notre argent l'hébergement d'une entreprise privée qui gagne de l'argent, c'est pas logique. Il serait plus logique que l'Olympique de Marseille soit propriétaire de son club, l'exploite, et que les coûts lui reviennent. Voilà. Pour cette deuxième mi-temps, on va aborder quelque chose d'un peu plus sérieux que mon livre, qui est quand même une succession de blagues. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un travail énorme qui a été à la fois écrit et coordonné par François. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu, d'abord, combien de temps ça a pris, comment tu as organisé tout ça, et c'était quoi les idées de départ? Alors, la genèse de ce bouquin, au départ, je voulais écrire un bouquin qui se serait appelé Le roman noir du sport business, parce que c'est un sujet que j'ai pas mal étudié, et en fait, j'ai proposé ça aux éditions La Découverte, et à La Découverte, ils ont une collection qui s'appelle Histoire secrète. Ils avaient fait Histoire secrète de la 5e République, Histoire secrète des services secrets, et ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas une histoire secrète du sport? Et moi, j'allais dire comme un con, mais c'est vrai, j'ai accepté le défi, sans me rendre compte de l'immensité de la tâche, parce que la 5e République, c'est quand même plus ou moins réduit en temps, et puis, mais le sport, le bouquin commence en 1814 et se termine aujourd'hui, ça fait 2 siècles, ça traite de tous les sports, mais pratiquement dans énormément de pays. Il a fallu donc aborder tout ça, chapitre par chapitre, arriver à chapitrer ça. Ça nous a pris 3 ans, on était 10 au départ à bosser là-dessus. Donc c'est un peu comme si tu avais un journal, une rédaction et donc des journalistes. C'est un peu ça, c'est-à-dire j'ai choisi le rédacteur en chef et toi tu dis. Voilà, j'ai choisi mon équipe, mais j'étais un peu j'étais un peu un Rudy Garcia de l'édition parce que pas la bonne référence. Mais c'est justement parce que mon recrutement n'a pas toujours été parfait et que j'ai eu je citerai pas ceux qui ne sont pas dans le livre, mais il y a eu quelques forfaits en cours de route, il y a eu des blessures, il y a eu des gens qui sont restés sur le banc et donc le bouquin a pris beaucoup plus de temps qu'on aurait pensé. Donc il y aura peut-être un autre volume, c'est le making of, l'histoire secrète du sport, pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Non, vous ne saurez pas ce qui s'est passé, mais au final, malgré l'accouchement, alors il se trouve en plus que La Découverte est un éditeur assez engagé et donc parfois on s'est frité sur des histoires de politique du sport, mais au final, après beaucoup de tensions et puis beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on met pas, parce qu'on pouvait, le bouquin à la base faisait 1 500 000 signes, je crois, ce qui est assez, il aurait fait 1000 pages, il a donc fallu tailler dans la masse pour faire un bouquin qui en fait 650. Et grosso modo, l'idée elle est assez simple, vous l'avez compris, c'est on a surtout pas voulu parler du sport et des résultats, ni des vedettes, ni en fait, c'est un petit peu la face cachée. Dans l'introduction, j'explique que le sport fonctionne sur des légendes, hein, c'est-à-dire on dit toujours, alors c'est les grandes stars, Pelé, je sais pas, Björn Borg, John McEnroe, on flash comme ça sur aujourd'hui Mbappé, Cristiano Ronaldo, on flash sur des personnages, sur tout ce qui brille, on nous montre ce qu'il y a devant, les vainqueurs, et on ne parle jamais de ce qu'il y a derrière, qui fabrique ces gens, d'où vient l'argent, tout est-il fait dans les règles. C'est un peu comme, moi je compare souvent le sport au show business, c'est la même chose, hein, le sport est un spectacle, donc c'est une industrie du spectacle, et dans le spectacle on ne montre jamais les coulisses, on ne montre jamais les cordes, on ne montre jamais les trucages, et c'est pareil dans le sport, on montre assez rarement qui sont derrière tout ça, les artisans qui tirent le ficelle de tout ça. C'est vraiment ça qu'on a voulu montrer dans le bouquin. Et le sport apparaît au milieu du 19e siècle en Angleterre, en même temps que la révolution industrielle, qui arrive elle aussi en Angleterre à la même époque. Et le sport, il a servi de valeur refuge pour donc c'est bien les Anglais qui ont inventé le sport.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Bien sûr que ce sont les Anglais qui ont inventé le sport. Et donc le sport apparaît vraiment à la période où le capitalisme naissant a besoin, qui est une forme d'organisation de la société assez impitoyable, a besoin de valeurs morales pour justifier la performance, pour justifier le goût de la compétition et pour justifier qu'il y a des vainqueurs et des perdants. Parce que si vous regardez, on parle souvent des valeurs du sport, et le sport dit, son fond de commerce, et ça c'est de parler des valeurs. Mais si vous prenez un sport qui m'est cher, le cyclisme, et vous prenez un événement qui m'est cher, le Tour de France. Au départ du Tour de France, vous avez 200 coureurs, un peu moins maintenant. À l'arrivée, vous avez un vainqueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sport, c'est quoi? C'est 199 losers. Et donc, le sport, c'est ça. Le sport, on regarde toujours le positif et pas le négatif. C'est comme, vous savez, ces illusions d'optique où on regarde les ombres et on regarde pas le... Et là, c'est la même chose. Si vous regardez la réalité du Tour de France, c'est pas un vainqueur, c'est 199 perdants. Et le sport est là pour justifier le fait que la société est constituée de 1% de vainqueurs et 199 losers, et c'est exactement la société dans laquelle on vit. Les inégalités sont allées croissant. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, tout le monde un peu sur la planète parle des 1% des inégalités croissantes. C'est exactement ce qui s'est passé dans le monde du sport. On est passé d'un sport amateur réservé à une sorte d'élite qui a reposé sur de pseudo-valeurs d'amateurisme, etc., pour arriver aujourd'hui à un sport totalement libéralisé, totalement mercantile, et dans lequel 1% des gens, et encore c'est un maximum, gagnent énormément d'argent au détriment de tous les autres. On parlait tout à l'heure de la Ligue des Champions, du système du football. Je vais faire très rapidement parce que c'est important pour comprendre l'organisation du sport. Il y a deux types d'organisation du sport dans le monde. Le sport à l'américaine, qui fonctionne dans ce qu'on appelle des ligues fermées, c'est-à-dire c'est du business pur et dur. Vous créez une ligue de basketball, par exemple, qui s'appelle la NBA, National Basketball Association. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous mettez 20 équipes dedans. Ce sont des entreprises financières. Et puis après, quel que soit le résultat de toutes ces équipes, l'année d'après, ce sont toujours les mêmes équipes qui se retrouvent. Le championnat repart comme si de rien n'était. Et c'est fermé parce que même si vous êtes dernier, un club de NBA, de NHL, de tous les sports américains, peut finir dernier 50 années consécutives. Il restera toujours dans la ligue. Bon. Donc c'est pour ça que c'est fermé. En Europe, on a un système qui se veut une ligue ouverte, c'est-à-dire que vous avez un système de relégation, les petits clubs, s'ils travaillent dur, ils peuvent monter, et puis il y a un genre de pseudo-ascenseur social qui fait que si vous avez de bons résultats, vous pouvez devenir champion de France et donc accéder à la Ligue des Champions, ainsi de suite, et donc ça serait un genre de récompense au mérite. Mais si on regarde la réalité aujourd'hui de la Ligue des Champions, un peu comme dans la société, cette ascension au mérite, elle est totalement fausse, puisque ce sont les plus riches qui arrivent systématiquement en Ligue des Champions. Et pourquoi? Parce que quand vous êtes en Ligue des Champions, chaque fois que vous gagnez un match, on vous donne 12 millions d'euros. Donc vous comprenez bien que puisqu'on prête aux riches, les riches deviennent plus riches et les pauvres restent. Et qu'il y a actuellement un projet pour rendre ça encore plus fermé. Parce qu'ils veulent changer, modifier les règles de la Ligue des Champions pour encore plus, puisque le gros fantasme de tous les gros clubs, c'est de rester entre eux et d'empêcher les plus petits clubs de rentrer dans la cour, parce que s'ils rentrent dans la cour des grands, il faudra partager le gâteau avec plus de parts, et donc du coup, c'est ça. On a mis en place donc un fair play financier. C'est Michel Platini à l'UEFA qui a mis en place un fair play financier, soi-disant pour éviter justement que les grands clubs monopolisent tout. Mais ce fair play financier, c'est un peu comme la flat tax ou toutes ces choses de l'économie. En vérité, ce fair play financier ne fait que figer une hiérarchie déjà établie. Aujourd'hui, vous êtes un club hongrois de Steaua Bucarest, par exemple, qui a gagné la Ligue des Champions il y a bien longtemps. Et bien, il est absolument impossible que le Steaua Bucarest redevienne un grand club et gagne une Coupe d'Europe un jour. C'est fini, c'est terminé, ça n'arrivera plus. Sauf à changer totalement les règles du foot. Et alors tu parlais de morale justement, et je pense que c'est intéressant de raconter effectivement qu'on confond souvent la morale et le sport, que les règles du sport c'est aussi d'abord la tricherie, recourir à tous les moyens possibles, imaginables pour gagner, notamment le dopage que vous évoquez dans ton bouquin. Est-ce que tu peux justement un peu expliquer en quoi est-ce que le recours au dopage est immoral? Parce que souvent par exemple, notamment dans le vélo que tu connais bien, tout le monde sait qu'il y a des gens qui se dopent, mais tout le monde fait comme si c'était pas vrai, et quand il y en a un qui se fait prendre, tout le monde dit « Ah bah non, on ne sera pas au courant », et d'ailleurs on vire l'équipe, on vire le pouvoir de l'équipe. Il y a une espèce d'hypocrisie générale autour de ça, où on nous sort chaque fois « Oui, mais les valeurs du sport, la morale, etc. » Et c'est quoi la différence entre la morale et le sport?
Il y a un énorme paradoxe, voire une énorme imposture. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin il y a 5 ans qui s'appelle L'imposture du sport, qui veut nous faire croire que le sport repose. Enfin, le sport a réussi cet exploit à faire de son fonds de commerce un certain nombre de valeurs. Alors c'est vrai qu'il y a la valeur de l'effort, c'est vrai qu'il y a la valeur du travail et de l'abnégation, ça c'est vrai, les gens travaillent dur et ça donne au final des gens qui sont des artistes. Vous ne m'entendrez pas dire du mal de Roger Federer, voir Federer jouer au tennis, c'est sublime, mais c'est comme voir Nureyev danser. Mais sauf que l'un dit, mais moi je suis un artiste, je fais du showbiz, je suis payé pour ça, l'autre prétend faire une activité, le sport, qui aurait des valeurs morales considérables. On se fout de savoir si à la sortie du spectacle, Nureyev va se faire sauter ou se sniffe de la coke, ou peu importe, il fait ce qu'il veut. Alors que Federer, on lui demande d'être un pur esprit et de ne pas prendre de produits, etc. Donc le sport a reposé sur cette imposture pendant de très longues années et continue à reposer là-dessus. Je crois que la morale n'a rien à voir avec ça. Pourquoi le dopage est condamnable et pourquoi le sport combat le dopage? Pour une raison très simple, c'est que pour que le sport continue à être un spectacle intéressant, il faut qu'il y ait de la concurrence. Il faut qu'on ne connaisse pas à l'avance le vainqueur. Donc tout ce qui vient fausser cette concurrence, tout ce qui vient fausser l'enjeu même du sport, à savoir qu'on ne connaît pas le vainqueur avant le début, eh ben, il faut lutter contre. Et comme le dopage, à un moment donné, donc il y a deux tendances dans le sport. Il y a des gens comme McCourt qui n'aiment pas l'incertitude du résultat. Ils aimeraient que l'OM gagne à chaque match. Ils aimeraient que les grands clubs restent entre eux. Vous avez tous ces financiers qui font en sorte que de moins en moins, il y ait de l'incertitude dans le sport. Et c'est pour ça qu'en tennis, vous avez des têtes de série pour éviter que vous ayez Nadal Federer au premier tour, par exemple. Il faut que le business marche. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez cette incertitude qui maintient le suspense. Le dopage, il est gênant parce qu'il tue dans une certaine mesure le suspense et il tue aussi ces pseudo-valeurs morales sur lesquelles repose l'attrait du sport. Mais au final, il n'y a rien de moral parce que tu peux très bien, toi ou moi, on peut très bien prendre de l'OPO et puis non, d'accord, on ne gagnera pas le Tour de France. Mais si tu veux, c'est pas un produit qui est interdit à tout le monde. Donc la morale n'a rien à voir dans tout ça. Ce qui compte, c'est que le show must go on et que le spectacle continue. Alors c'est vrai que le sport étant le reflet de la société, étant non seulement le reflet de la société qui est de plus en plus compétitif, mais le sport par définition est compétitif. Donc le but étant de faire partie de ces 1% qui ne sont pas les losers, tous les moyens sont bons finalement pour y arriver. Donc on achète des matchs, on achète l'adversaire, on essaie de mettre plus de pognon que Aujourd'hui, si tu regardes les clubs de foot, quels sont les clubs de foot qui marchent? Si tu regardes tous les ans, il y a l'agence Deloitte, qui est une agence financière, d'analyse financière, sort le classement des plus grands clubs de football. Et si tu regardes le budget des clubs et les résultats sportifs des clubs, il fut un temps de dire non, ça ne correspond pas, ça correspond totalement. Aujourd'hui, à la limite, tu peux faire le classement de la Ligue des Champions uniquement avec le budget du club. Il y aura bien évidemment de petites distorsions d'année, un club qui aura un faux pas, mais grosso modo, c'est ça. Donc au final, la Ligue des Champions, c'est quelque chose qui s'achète. Ça a coûté à Abramovich à Chelsea 2 milliards. Pour 2 milliards d'euros, il s'est offert la Ligue des Champions. Il a fini par la gagner. Donc le PSG gagnera la Ligue des Champions. Il n'y a aucun suspense, un jour ou l'autre. Et ça lui coûtera le même prix, puisque le prix de la Ligue des Champions aujourd'hui, c'est 2 milliards. Et donc le dopage, ça a été cette tentation depuis l'existence du sport de trouver un système pour truander et essayer d'avoir un avantage indu sur les autres. Et ça traverse l'histoire du sport, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et un mot très rapide pour finir sur la lutte antidopage. La lutte antidopage, c'est une emplâtre sur une jambe de bois. C'était une création du monde sportif pour dire regardez tous les efforts qu'on fait pour. C'est comme les racistes qui vous disent ah mais j'ai un ami noir. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le budget annuel de l'Agence mondiale antidopage il est de 20 millions de dollars. C'est le prix d'un transfert moyen dans le championnat de Ligue 1. Donc, comment veux-tu lutter contre le dopage dans un milieu? Alors, il faut savoir que le sport, c'est 850 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Ok. Bon. Et on lutte contre le dopage avec 20 millions par an. Et l'agence française de lutte contre le dopage, son budget est de 7 millions. 7 millions, c'est le prix que, je sais pas, je cherche le nom d'un joueur de l'OM, mais enfin... Non, il prend plus cher. Voilà, c'est ça. Voilà, donc quand l'OM achète un petit joueur, ça coûte 8 millions, et c'est le budget annuel de l'agence française de lutte contre le dopage. C'est un gag. Voilà, comment veux-tu
qu'on puisse attraper des tricheurs avec un budget pareil. C'est pas possible. Est-ce que on est un peu habitué à ce que ce soit devenu un sport business, mais notamment il y a un chapitre où tu racontes comment Adidas a inventé le sport business. Est-ce que tu peux revenir? Parce qu'aujourd'hui on est totalement habitué à ce au fait qu'il y ait des sponsors, etc. En quoi Adidas a révolutionné le rapport au sport? À l'origine, je voulais vraiment, quand j'avais pensé à faire Histoire secrète pas Histoire secrète, mais le roman noir du sport business, mon idée c'était vraiment de parler d'Adidas et surtout d'un homme qui s'appelle Horst Dassler, parce que c'est une histoire magnifique. C'est vraiment une histoire. C'est une histoire assez peu connue, qui commence à l'être un peu plus, mais c'est vraiment un homme et une boîte, Adidas, qui a inventé le sport business et le sport tel qu'il existe aujourd'hui. Et ça part, alors en plus, il y a tous les éléments, c'est totalement biblique. Alors Adidas est né comment? Avant-guerre, vous avez deux frères, Adolf et Rudolf Dassler, qui avaient une compagnie de chaussures de sport dans un petit village de Bavière. Et ça marchait très bien, ils s'entendaient magnifiquement, et le sport étant en plein développement, leurs chaussures se vendaient très bien. Ils ont d'ailleurs équipé Jesse Owens au Jeu de Berlin, ils lui ont amené leurs chaussures, et donc Jesse Owens a couru avec des chaussures Dassler, et donc des chaussures fabriquées par les Allemands. Alors, ensuite la guerre est arrivée, l'usine a été réquisitionnée par les nazis, et Rudolf et Adolf se sont fâchés. Adolf était un peu moins nazi que Rudolf, donc après la guerre, en plus apparemment ils se trompaient mutuellement avec leurs femmes, enfin bon, il y a toute une histoire à coucher dehors, si j'ose dire, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, Rudolf et Adolf, donc plus connus sous le petit nom de Rudi et Adi, se sont fâchés, mais vraiment une haine farouche entre les deux frères. À tel point que la compagnie s'est scindée en deux. Adi Dassler a fondé une société qui s'appelait Adidas, Adi Dassler, et Rudi Dassler a fondé une société qui s'appelait Puma. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rudi Dassler? Il a pris toute l'équipe commerciale et ils se sont installés chacun d'un côté de la rivière. Et quand vous êtes dans ce bled, qui a un nom imprononçable, c'est pour ça que je ne le dis pas, quand vous êtes dans ce bled de Bavière où sont toujours les sièges d'Adidas et de Puma, c'est en train de changer, mais pendant très longtemps, vous ne pouvez pas vous marier si vous étiez Puma avec quelqu'un d'Adidas. Dans le cimetière, les gens reposent dans des endroits très différents. Rudi et Adi sont enterrés à chacun, et chaque usine a son club de football, et ils ne se rencontrent jamais. Alors ça a changé, il y a une dizaine d'années, ils ont fait un match amical pour essayer d'apaiser les tensions. L'ONU est intervenu, je crois. Pratiquement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette haine fraternelle a fait qu'ils se sont tirés une bourre considérable pour gagner le marché de l'équipement sportif, et tous les coups étaient permis alors c'était plus Rudi et Adi, c'était leur fils Horst et Armin, qui était le fils de Rudi. Ils se sont tirés une bourre considérable pour avoir les meilleurs sportifs du monde et arriver à les équiper en chaussures, en survêtements et ainsi de suite. Et Horst Dassler s'est avéré un tout petit peu plus visionnaire que son cousin, Armin, et il a fini par se dire, les idées géniales de Horst, Horst Dassler s'est dit, c'est bien de donner, de prendre des vedettes pour qu'ils courent avec des Adidas, mais on va faire mieux. Moi je vais équiper des fédérations entières. Donc il a commencé à s'attaquer à des fédérations, donc à la fédération allemande de football, ensuite à l'équipe olympique allemande, et ainsi de suite. Après il s'est dit, si je fais ça en Allemagne, je vais faire ça avec la France, avec la Russie, et puis encore plus intelligent, avec des petits pays africains, et puis des pays d'Asie, et comme ça on va tout leur donner gratuit. Et donc il donnait gratuitement des ballons, etc., etc. De fil en aiguille, le type le plus populaire du monde sportif, c'était Horst Dassler. Tous les patrons de fédération, tous les dirigeants, ils étaient équipés par Adidas de pied en cap. Donc c'est magnifique, vive Horst Dassler. Et c'est comme ça que Horst Dassler, un jour, s'est dit, tiens, puisque tout le monde me connaît même bien, pour défendre mes intérêts, je vais faire élire les hommes qui me plaisent à la tête de la Fédération internationale du football et à la tête du Comité international olympique. C'est ce qu'il a fait. Il a fait élire João Havelange, qui est un Brésilien, avec son argent, président de la FIFA. Il est resté à la tête de l'institution pendant plus de 30 ans. Sepp Blatter, qui a été ensuite le président successeur, a été formé par Horst Dassler dans des usines Adidas. Le patron du CIO, aujourd'hui, du Comité international olympique, Thomas Bach, a commencé comment? Il a commencé comme escrimeur dans l'équipe allemande d'escrime. Qui l'équipait? Horst Dassler. Horst Dassler, il a repéré très vite que ce mec était intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé ses études d'avocat. Thomas Bach a commencé comme avocat chez Adidas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dassler est encore allé plus loin. Il s'est dit, si ça marche pour le sport, on va faire entrer des entreprises qui ne sont pas sportives.
venez ici Coca-Cola, venez ici Visa, venez aussi Panasonic. Et hop, il a appliqué les mêmes méthodes qui avait marché pour Adidas au reste du business, comprenant qu'avec la télévision, etc., l'image du sportif va devenir extrêmement intéressant. Et chose encore plus géniale, il s'est dit, mais la télé, parce que le spectacle sportif devenait de plus en plus important à la télévision, et la télé, pour la télé, c'est génial, le sport, ça leur apporte plein d'audience, on va les faire payer. Et donc, il a créé les droits audiovisuels avec une boîte qui s'appelait ISL, et qui a payé des dizaines de millions de dollars à tout un tas de fédérations pour acheter des marchés, etc. Donc, il a institué cette corruption, et toute cette caste de dirigeants sportifs qui sont encore en place ont été créés par un seul homme, Horst Dassler, qui est malheureusement décédé, décédé en 1987. Il n'a même pas vu son chef-d'œuvre aboutir. Il avait, je finirai là-dessus, il avait avec lui, au début, quand il s'est lancé, un personnage haut en couleur que tu as dû croiser peut-être dans ta carrière de journaliste, qui s'appelait Dédé Lasardine. C'est un type qui s'appelait André Gelfi, qui était un entrepreneur franco-marocain, et il rappelait Dédé Lasardine parce qu'il a fait fortune en faisant des sardines en boîte au Maroc. Et à partir de là, c'était un genre d'aventurier qui avait d'énormes contacts un peu partout, notamment dans les pays de l'Est. Voisin de cellule de Bernard Tapie. Voilà, et ils se retrouvent à la fin. Et alors le truc assez marrant, c'est qu'ils se sont retrouvés dans la même cellule, André Gelfi et Bernard Tapie, qui avaient acheté Adidas. Et donc ils ont été par la suite en procès, Tapie et Dédé Lasardine, parce que Tapie avait promis à André Gelfi des contrats qu'ils n'ont pas eu. Bon, paix à l'âme de Dédé Lasardine, il est décédé aujourd'hui. Et vous voyez, il y avait ce genre de personnage occulte qui tournait dans tout ce monde. Donc voilà, cette histoire incroyable de Horst Dassler et d'Adidas, elle a façonné le monde du sport aujourd'hui. Et vous voyez que c'est une histoire qui n'est pas une histoire sportive, c'est juste une histoire humaine totalement incroyable et qui est à l'image de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Voilà. Après tout ce que vous nous avez raconté sur les horreurs du sport, sur les dessous quasiment macabres, sur l'impossibilité d'apprécier humainement tout ça, est-ce que vous avez encore plaisir l'un comme l'autre à regarder des matchs de foot, de tennis, de rugby? Moi, oui. Je veux dire assez bêtement que si vous mettez devant une télé avec des matchs de rugby ou de foot ou du cyclisme, quand il y a le Tour de France, je regarde toujours. C'est vrai que par exemple, j'ai eu un gros coup parce que le cyclisme c'était vraiment le sport que j'adorais depuis que j'étais tout petit. Quand il y a eu l'affaire Fessina en 98, je me suis quand même dit, surtout qu'en tant que journaliste, j'avais fait des papiers à la gloire de, par exemple, Bjarne Riis qui a gagné le Tour de France, et on s'est rendu compte après coup que bon, il n'était peut-être pas tout à fait net. Et quand il a gagné le Tour de France, j'étais sur le Tour de France et j'avais fait des portraits de lui qui tire en pique en disant qu'il était extraordinaire parce qu'il avait une histoire formidable, c'était le petit équipier qui avait couru dans l'ombre pendant des années, qui d'un seul coup se retrouvait dans la lumière, enfin c'était très romantique et donc forcément quand on est journaliste on se laisse un peu aller et après coup je me suis dit mince, j'ai raconté des conneries et donc après c'est vrai que j'ai eu un petit coup d'arrêt quand il y a eu l'affaire Festina, mais après j'ai été repris et de toute façon qu'il soit dopé ou pas par exemple, ça reste quand même, bon, vous allez dire que c'est atroce de dire ça, mais c'est quand même des grands champions. Même moi, si je prends le PO, je ne vais pas y arriver. Donc, ce qu'ils font, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils le font, ça reste admirable. Et parfois, ils n'ont pas le choix, parce que parfois, si on revient sur le dopage, moi, je me souviens discuter notamment avec un cycliste qui me disait, mais pour vous, le dopage, vous en parlez, c'est un truc, c'est le diable. Mais il dit, pour nous, c'est une garantie, c'est la garantie de notre santé. C'est que pour nous, ce n'est pas des produits dopants, c'est des produits souvent de récupération. Quand vous faites un Tour de France pendant 3 semaines, comment vous voulez le faire en mangeant des pâtes le matin, ça ne va pas suffire. Il faut d'autres choses. Et donc, pour eux, c'était vraiment intégré dans une sorte de... Alors, ils jouaient aussi avec le feu, hein, une sorte de culture aussi qui dit que c'est vrai qu'ils tirent sur la corde pendant tout le temps. Et puis, je pense que le sport, c'est quand même d'abord... Enfin, moi, quand je vais au stade et que vous voyez ce qu'ils font avec les ballons, c'est incroyable. Bon, évidemment, il faut aimer le sport, hein, mais ce qui est la performance individuelle, collective est incroyable. Et donc moi, ça m'empêche, je sais que des choses disons, sombres ou noires existent, mais ça ne m'empêche pas moi de continuer à apprécier le sport, parce que les gens qui sont dans le sport ont souvent des profils admirables, et c'est pas parce qu'il y a des côtés noirs qu'ils font tout jeter. Oui, moi je compare toujours au showbiz. Est-ce que le fait que Keith Richards ait
et ingéré sans doute de 10 000 hectolitres, ou en tout cas un certain nombre de kilos d'héroïne dans sa vie, m'empêche d'aller apprécier les Stones. Est-ce qu'il est toujours en bonne santé? Surtout qu'il est toujours en bonne santé. Est-ce que la vie privée des vedettes du cinéma ou la fraude fiscale qui peuvent m'empêche d'apprécier un film dans lequel ils jouent? Non. Et donc, comme je disais tout à l'heure, aller voir Federer jouer au tennis, c'est des moments magiques. Le Tour de France, quoi qu'on pense des coureurs, reste une saga absolument incroyable, avec des paysages sublimes, des défaillances. Et puis parce que même si vous êtes dopé, quand vous tombez dans un ravin, le PO ne vous protège pas. Donc vous êtes tout seul avec votre petite casque ridicule et vous avez été à 110 dans la descente et vous avez raté un virage. Donc il reste ce côté héroïque et légendaire, il ne bouge pas. Et même les pires d'entre eux, Lance Armstrong, on l'a bien connu, mais de chez moi, c'est un personnage absolument fascinant, un mec vraiment intéressant. Enfin, c'est un type d'une intelligence hors du commun, un champion incroyable. Enfin, c'était parce qu'on pense toujours que le dopage va transformer je me rappelle l'époque des lanceuses de poids soviétiques. Alors on disait ou allemandes de l'Est. On disait dans l'imagerie populaire, ils avaient pris une toute petite gamine de 8 ans, toute chétive, ils en avaient fait un monstre de 110 kilos. Non, vous preniez une nana de 110 kilos et vous la dopiez et ça marchait mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, même les champions dopés, à part quelques escrocs monumentaux, parce qu'il y a de temps en temps, il y a eu des produits qui vraiment, notamment le PO quand elle est arrivée, changeaient vraiment les résultats et permettaient de faire d'un type assez moyen un génie. Mais dans l'ensemble, puisqu'on parle du dopage, si vous dopez un champion, il sera meilleur qu'un tocard dopé. Voilà. Et au final, il y a encore des types admirables. Enfin, voilà, le geste sportif reste un geste artistique totalement admirable. Et je pense qu'on n'est pas cynique enfin moi en tout cas je suis pas cynique du tout. C'est pas parce qu'on raconte la réalité et les dessous du sport qu'on devient cynique non plus. Moi je pense qu'on peut vraiment aimer le sport tout en sachant qu'il y a une autre réalité, mais c'est exactement comme tous les autres aspects. C'est comme en politique, c'est comme si vous dites j'arrête, il y a des corrompus dans la politique, donc il faut arrêter la politique, il faut interdire la politique, on va la remplacer par quoi? Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des pourris dans certains milieux qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué, parce que moi je me souviens, j'étais sur le Tour de France où il y avait le Danois Rasmussen, qui avait été exclu à Pau alors qu'il était maillot jaune, il était exclu, et je me souviens donc je travaille pour Libération, et que la réaction de la direction de Libération c'était de dire on sort du Tour de France, on arrête de couvrir parce que ça n'a plus aucun intérêt, il n'y a que des histoires de dopage et tout. Et donc moi je me suis battu en disant mais non, c'est justement parce qu'il y a toutes ces histoires qu'il faut rester là, il faut continuer à raconter ce qui se passe. Donc c'est vrai que d'un point de vue journalistique, c'est pas toujours évident de savoir sur quel pied on doit se mettre, mais je pense qu'il faut continuer à regarder le sport et on peut continuer à aimer le sport. Et vous avez une question? Oui, moi je pense que vous abordez là une vraie question qui est éthique, morale, c'est-à-dire que dans tous les domaines de la vie, que ce soit la politique, l'écriture, qu'est-ce qu'on fait avec un Céline par exemple, comme auteur, etc. Donc, mais moi je pense qu'il y a un moment donné, quand on prend profondément conscience d'une situation, ça abîme quelque chose. Là, en ce moment, il y a quelqu'un qui va être très abîmé, c'est Michael Jackson avec toutes ses affaires, où là, on voit, il y a des fans qui s'en détournent, etc. Et je pense que ce que vos deux livres renvoient à quelque chose par rapport au lecteur, c'est qu'à un moment donné, il y en a tellement qu'on est obligé peut-être de continuer à regarder de l'œil gauche ce qu'on veut plus voir de l'œil droit. La politique, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à force d'entendre des scandales, des situations de mauvais comportement, etc., on s'en détourne un peu. Alors, voilà, il y en a beaucoup d'entre nous qui continueront à lire Céline en étant un peu la main sur le curé, et il y en a qui vont continuer à voter sans grande conviction. Alors, ces ouvrages-là nous donnent des informations, mais il faut continuer à vivre. Oui, et je tiens quand même à une petite précision, c'est que Michael Jackson il a fait du mal à d'autres. Oui. Quand on parle de sportifs, s'ils se dopent, ils font du mal éventuellement, c'est quand même un peu différent. Et par ailleurs, il y a comment dire, le Michael Jackson, alors bien évidemment, il faut mais ce que je veux dire est affreux, mais
ce qu'il a fait n'enlève rien à la qualité de ses disques, à la qualité de ses chansons. C'est voilà, même chose pour Céline. Ce qu'il faut, c'est arrêter les impostures et faire la part des choses. Quand je parlais de l'imposture du sport, et que je dénonce encore dans le bouquin, l'imposture du sport, c'est de faire croire à des valeurs et de nous dire ce qu'on vous vend, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Et quand on le sait, moi maintenant, je vais voir une course de ski, par exemple, j'aime beaucoup le ski. Il y a la plus grande skieuse de tous les temps, qui s'appelle Lindsey Vonn, a pris sa retraite cet hiver, elle a gagné je ne sais pas combien de courses, etc. C'est une fille aujourd'hui qui est brisée de partout. Enfin, elle a plus de genoux, elle a son corps, elle a poussé vraiment à la limite, tout ça par un genre d'appât, même pas du gain, de repousser ses limites, de repousser les limites de la piste. Elle a voulu courir avec les mecs, c'est une actrice, c'est une sportive totalement exceptionnelle, une athlète incroyable. Ce qu'a fait cette personne, ce qu'elle s'est fait à elle-même, ce qu'elle a fait du point de vue de la performance humaine, c'est juste exceptionnel. Je ne pense pas que c'est particulièrement dopé, l'INSEE, j'en sais rien, mais ce sont quand même des gens qui font des exploits hors du commun. Après, le tout, c'est de ne pas être dupe, hein, de savoir que derrière, en effet, il y a des coulisses, mais quand vous allez au théâtre, vous allez au cinéma, vous savez que c'est pas vrai. Donc à partir et ça ne vous empêche pas d'aimer le film. Donc de la même manière, on peut aller au sport en savoir que ben oui, tout n'est pas forcément vrai. Je vais prendre ça sort pas d'ici, même si on est filmé, mais vous allez voir une finale. Je me rappelle, j'étais sur le Tour de France, je l'ai pas suivi en intégralité. Il y a la grande finale de Nadal-Federer à Wimbledon il y a une dizaine d'années. C'est un des plus grands matchs, des plus grands moments de sport à une intensité totale. Moi, je suis fan absolu de Federer, je pense que c'est un mec qui s'est certainement pas dopé ou très peu. Et en face, on a un Nadal qui est plus douteux, parce qu'il vient d'un milieu, enfin il vient d'un pays, l'Espagne, d'une ville, enfin d'une région, la Catalogne et Majorque, où il y avait énormément de médecins un peu louches, et son physique laisse penser que peut-être il a pu de temps en temps tirer sur la corde. Bon. Peu importe, vous avez un match, alors on peut avoir des doutes sur Nadal, et en le voyant jouer, se dire, ouais d'accord, mais au final, non seulement ça gâche pas le spectacle, mais ça vient presque l'épicer. Et quand moi je regarde le Tour, les spécialistes du vélo, quand on regarde une course cycliste, à la fois on regarde l'exploit, et à la fois on se regarde quand on est dit. Et donc ça rajoute un côté noir, un peu sombre, en disant, on cherche aussi à savoir comme ça, sans avoir de preuves, qui est dopé ou pas, ou qui est vraiment suspect ou pas, et ça fait partie presque des ingrédients du... Mais ça, il suffit de le dire, quoi, et puis voilà. Alors je crois que on va conclure. Question. Je suppose que la Fédération de patinage artistique sur glace fait pas exception. C'est la plus pourrie de toutes. C'est la plus pure de toutes. Elle est dirigée en France par un monsieur qui s'appelle Didier Gaillarguet, qui est une crapule, excusez-moi, je sais pas présumé. Non, pas présumé, parce qu'il a quand même été condamné. Donc il a été condamné. Il y a un truc extraordinaire avec Gaillarguet, c'est qu'il a été condamné pour malversation, pour corruption, pour vous rappeler de l'affaire Le Gougne, c'était aux Jeux Olympiques de Salt Lake City, où en fait on a découvert que la juge française avait été achetée par les Russes pour faire gagner les Russes contre les Canadiens, et en échange les Russes allaient voter pour les Français, et les Français allaient gagner. Donc vous voyez, le patinage, c'est pas d'études, c'est pas que les tutus, hein, c'est de la géopolitique. Donc Gaillarguet a été condamné dans cette affaire. Alors qu'on aurait dû lui donner la Légion d'honneur. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est là où c'est marrant. C'est que quand il est revenu peine purgée, il a été réélu président de la Fédération de patinage artistique. Et à ma connaissance, il l'est toujours. Hein. Donc Annie est aussi réélu. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, le patinage artistique, c'est un monde horrible, absolument. Alors la toute dernière question, c'est vous concernant les journalistes. Quand on écrit trop de bouquins, plus François que Michel, est-ce qu'on n'est pas quelque part à un moment sur une liste noire? Quel est le pour le journaliste qui est-ce que je me dope pour écrire La réponse est oui. Quel est le ressenti des autres de la profession vis-à-vis de journalistes qui mettent un peu le pied Donc le doping numéro 1, ce serait, je dirais, plutôt le Croz-Hermitage ou certains codes du Rhône. Voilà. Et la liste noire, très sincèrement, non. Non, c'est pas... Et pourquoi? Et même au contraire. Et même au contraire, parce que il y a un certain nombre de gens dans le domaine du sport. Je pense par exemple aux organisateurs du Tour de France avec qui je suis très pote.
Christian Prudhomme, il était dans on était dans la même. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a fait la même école de journalisme que Michel et moi-même. Donc, il a mieux réussi que nous. Oui, c'est ça. Et en fait, ça les arrange que nous on sorte ces histoires-là, parce que eux ne peuvent pas les sortir. Et tant qu'on les met pas en cause eux trop directement, alors on les met en cause de temps en temps. Mais au final, je crois, même s'il y a pu y avoir des rancunes de temps en temps, il m'est arrivé que j'avais fait un film sur le dopage, ça s'appelait Contre la montre. Il y avait quelques équipes cyclistes qui avaient mal vécu, et on a discuté. Je leur ai dit, les gars, quand on raconte la vérité, enfin, regardez-la en face. Et finalement, on a servi à faire évoluer la mentalité, dans le vélo en tout cas que je connais bien. Dans le tennis, pareil, dans le tennis, il n'y avait pas de dopage, c'est pareil, dans le tennis, c'est le short blanc, l'immaculé, les mecs qui sont parfaits, c'est les gens idéaux, il n'y avait pas de dopage, jusqu'au jour où il a commencé à en avoir, et je pense qu'en révélant toutes ces affaires, on a permis à ce qu'aujourd'hui, il y a un organisme indépendant qui gère les affaires de dopage dans le tennis, qui pourrait être un petit peu plus transparent, parce que les affaires ne sortent pas beaucoup, mais bon, et je pense qu'on a fait œuvre utile, et que voilà, au contraire, ils en sont reconnaissants. Quand je vous dis là, et quand j'écris que la lutte antidopage n'a pas assez de pognon, je pense que je suis utile à cette... Oui, c'est ça, en fait, tu es la caution morale, quelque part, comme la lutte antidopage, finalement, tu sers un petit peu... je ne sers pas la soupe à ceux qui ont le Non, tu ne sers pas la soupe, mais disons que tu apportes un peu une caution morale. Oui, finalement. Oui, puis il faut voir que c'est un énorme cirque, le sport. Moi, j'ai constaté en travaillant pour Mediapart sur les Football Leagues, donc qui ont révélé un grand nombre de turpitudes financières dans le monde du football, que ça faisait les gros titres le vendredi, mais que le lundi matin, tous ceux qui avaient commis ces turpitudes recommençaient exactement pareil. Donc ils ont une capacité à ingérer et à digérer même le côté sombre. Et la façon dont le cyclisme a géré notamment toutes les affaires de dopage, c'est exemplaire, parce qu'on aurait pu se dire à un moment que le cyclisme avait disparu complètement, il n'a pas du tout disparu. Et sur les Football Leagues, c'est pareil, si vous regardez l'aval de choses qui ont été sorties sur les 2 saisons des Football Leagues, c'est énorme, sur des grands noms, genre Cristiano Ronaldo, etc. Mais il y a une capacité énorme de ce monde à digérer même les mauvais aspects qu'il peut véhiculer, et qui fait que, bon, ok, ils vont baisser la tête pendant 2-3 jours, et puis ils passent à autre chose après, et leur système continue. Et si parfois ils sont obligés par droit de créer une autorité indépendante, etc., ils sont comme gagnants tout le temps à la fin. Ce qui n'empêche pas que nous raconter l'histoire. Il ne faut pas se tromper, c'est pas parce qu'ils sont sportifs qu'ils sont pourris, il y a les football leagues, c'est parce qu'ils sont riches. C'est le pognon qui corrompt, c'est pas le sport. Et au final, la seule énigme incroyable, c'est comment ils arrivent à faire croire que les valeurs du sport sont crédibles. C'est-à-dire que leur fonds de commerce fonctionne toujours. Ça c'est mieux. Mais je sais pourquoi, je me suis posé la question longtemps, pourquoi les salaires du foot continuent à augmenter, et les droits de télé continuent à augmenter pour atteindre des sommes hallucinantes, alors que ça doit forcément péter un jour ou l'autre, c'est trop. Et ben non, parce qu'ils ont une clientèle captive qui sont les gamins entre 8 et 17 ans, 8 et 22 ans, et ça c'est un cheptel qui se renouvelle sans arrêt, qui se fout totalement de tout ça, et ce cheptel il se renouvelle naturellement, et donc si vous à 40 ans vous êtes un peu dégoûté du sport, et bien votre mode lui va continuer à régler. Voilà. Merci. Hey.